Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le sommet du digital 2022, un sommet consacré au réenchantement de l'expérience client. Nous avons ce matin, bien sûr, organisé plusieurs tables rondes qui tentent vraiment de retracer le parcours client et voir comment on peut un petit peu injecter plus de magie dans celui-ci à l'heure actuelle. Alors, bienvenue dans cette nouvelle table ronde qui est consacrée, cette quatrième table ronde consacrée au fait de construire une relation durable avec ses clients. Nous sommes rejoints bien entendu par un panel d'experts que je vais vous présenter dans un instant. Mais avant tout, je voulais vous accueillir, vous participants, vous inciter également à interagir sur la chatbox, l'onglet chat qui est à votre disposition pour vous présenter peut-être, présenter votre rôle, présenter également votre offre ou encore solution et évoquer peut-être vos problèmes. On vous incite vraiment à interagir entre vous et avec nous par le biais de cet onglet. Donc, n'hésitez pas. On attend également vos questions qui, je n'en doute pas, seront très nombreuses sur le sujet. N'hésitez pas à les envoyer. Il y a d'ailleurs un onglet pour envoyer ces questions, un chat également. Donc, à vous de jouer à ce niveau-là. Et je vois que mes experts sont en ligne avec nous. Thomas et Arnaud, merci de nous rejoindre. Je vais vous présenter. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Avant de vous rejoindre, je précise qu'un expert manque encore. Il s'agit de Monsef Frigui qui nous joindra dans un instant quand il sera prêt. Monsef, je vais quand même le présenter puisqu'il travaille pour Sendinblue. Monsef qui est fasciné par l'impact vertigineux que peut avoir le digital sur notre vie quotidienne. C'est vrai que ça a beaucoup changé ces 10-15 dernières années et qui a profité de sa formation multimédia pour intégrer des startups parisiennes en tant que product manager et essayer d'être lui-même un créateur et non seulement un consommateur de technologies numériques. Et son expertise dans le secteur du SaaS B2B l'a emmené chez Sendinblue, où il travaille principalement sur l'amélioration de l'expérience pour les utilisateurs de marketing automation. Alors, la plateforme Sendinblue, je vous le rappelle, elle met à disposition des PME des outils marketing et sales puissants qui leur permettent de booster leur business et de développer leurs relations clients grâce au digital. Et aujourd'hui, Sendinblue permet aux entreprises de développer leur activité sur tous les canaux digitaux. C'est important. On a une table ronde consacrée à l'omnicanalité un peu plus tôt aujourd'hui. Et les canaux, c'est-à-dire les emails marketing, le marketing automation, les campagnes SMS, les chats, etc., avec d'autres canaux qui sont bien sûr nombreux et de nombreuses fonctionnalités qu'on va voir se développer dans les années à venir également. Il est temps à présent de passer à Thomas. Thomas qui après 20 ans d'expérience, après 20 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur pour Phonatis et puis rue des Hommes, ensuite intrapreneur chez Coriolis et dans les télécoms pour fixe, mobile et data en particulier. Thomas qui a animé des équipes commerciales de vente directe et indirecte et qui a rejoint Ringover en tant que directeur commercial pour faire partie de cette pépite des télécoms, un des futurs leaders européens des communication unifiée. Je vous rappelle que Ringover est la solution d'appel 100% cloud, facile à déployer, qui s'intègre simplement à vos outils métiers comme le CRM ou le helpdesk afin d'améliorer l'expérience de vos clients et de faire, c'est toujours le but, plus de ventes. Donc Thomas, bonjour. Bonjour, bonjour. Je n'aurais pas dit mieux pour présenter Ringover. Je vous en remercie. On passe à Arnaud Lavaron qui nous rejoint également aujourd'hui. Arnaud qui a été responsable commercial sur application SaaS depuis plus d'une quinzaine d'années, une forte expérience en ce domaine et qui a rejoint Hootsuite France en 2015 comme responsable des comptes stratégiques et qui est maintenant responsable des partenariats pour l'Europe du Sud. Et je vous rappelle que Hootsuite, c'est une solution d'engagement social média et c'est même la plus utilisée au monde. Quel honneur donc et merci de nous rejoindre Arnaud. Merci beaucoup pour l'invitation. Et tout était juste au sujet tout de suite. Je vous remercie. Alors, un peu de contexte avant de commencer et de passer à notre première question, grande problématique, et puis quelques statistiques. 69% des consommateurs sont plus fidèles aux enseignes qui leur donnent le sentiment d'être reconnus lorsqu'elles les contactent. Réhumaniser la relation, quel que soit le canal de communication, avant et après la vente, c'est un défi souvent connu, bien sûr, des PME, mais rarement relevé jusqu'au bout. Alors, comment créer un lien privilégié avec votre client tout en gardant une part d'automatisation?
Ouais, mais écoutez, c'est un enjeu qu'on est amené à gérer chez Hootsuite. Alors nous, on est spécialisé sur l'engagement et la gestion de la présence sociale, hein, autour des réseaux sociaux des marques. Effectivement, on est confronté à cet enjeu, comment rayonner, hein, faire rayonner une marque au global et gérer des interactions humaines au cas par cas. Donc, il y a quelques années, en fait, quand on proposait des programmes de transformation digitale, hein, de digitalisation des usages, on incitait en fait les clients à ouvrir des canaux sociaux. Quelques années plus tard, il se trouve qu'on est face finalement à un volume important d'informations et l'enjeu n'est plus de proposer finalement d'ouvrir des nouveaux canaux, mais de gérer correctement et de manière efficace les canaux existants. Donc les enjeux qu'on a en fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont multiples, hein. Tout le monde connaît Facebook, Meta maintenant, qui a acquis Instagram, qui a acquis WhatsApp également, mais il y a aussi LinkedIn, il y a Twitter, TikTok qui est très émergent. Donc les enjeux, ça va être ça, c'est comment est-ce qu'on humanise en fait une interaction client à travers une multiplicité de canaux, tout en restant dans une marque qui se doit de rester cohérente, hein, puisque l'identité visuelle, l'identité de marque, c'est le résultat de beaucoup d'investissements des sociétés et ça doit être respecté également dans le cas des échanges. Merci Arnaud. On passe à Thomas. Comment réhumaniser la relation client? Comment concilier réactivité et humain dans le service client? Et puis se rapprocher de celui-ci tout en gardant, comme je vous le disais, une part d'automatisation. Il y a beaucoup de questions ultra intéressantes qui se combinent. Déjà, pour réhumaniser la relation client, je dirais que ce qui est très important, notamment sur des offres B2B, c'est déjà d'avoir une vraie relation humaine, commerciale dès le départ. Et je pense que si on veut vraiment avoir cette relation sur la durée, dès l'acte de vente, ça doit se préparer en amont. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être certain que la proposition de valeur qu'on va apporter à nos clients soit réellement en adéquation avec ce qu'ils attendent et que petit à petit, on va être capable de les accompagner sur la durée. C'est-à-dire qu'un premier acte de vente va s'enchaîner petit à petit par une connaissance de plus approfondie des besoins du client pour l'accompagner sur également l'évolution de ses besoins. Donc ça passe évidemment par, au-delà de ce premier exemple, par un bon, on va dire, onboarding du client, s'assurer qu'il va bien prendre en main la solution. On est beaucoup dans le monde du SaaS, c'est le cas notamment chez Ringover. On va faire en sorte de mettre à l'aise nos nouveaux clients, faire en sorte qu'ils adoptent la solution et être à l'écoute de leurs besoins. Réellement à l'écoute de leurs besoins nouveaux. On a souvent tendance à dire notamment qu'on peut se développer grâce à nos clients. Souvent, les clients sont une source inépuisable de bonnes idées, de bonnes pratiques. Donc, on doit déjà être beaucoup, beaucoup dans l'écoute et adapter les process pour cela. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, plus on a de clients, on veut tous en avoir le plus possible. Et on a des outils maintenant qui nous permettent d'avoir des clients dans le monde entier. Par exemple, chez nous, on a des clients dans plus de 100 pays. Donc, il faut être capable d'interagir dans leur bonne langue, au bon moment de leur vie client et être à même de pouvoir détecter un ensemble de signaux, soit qui vont être émis par les usages que les clients vont faire, soit être émis par le cycle de vie du client. Au bout d'un certain temps, on sait qu'il va peut-être évoluer, soit des usages sur les réseaux sociaux qu'évoquait notamment Arnaud. On peut être à même de repérer des remarques, repérer des besoins. Et c'est là tous les enjeux qui vont être d'arriver à optimiser l'ensemble de ces moyens de communication et de ces leviers pour au final qu'un seul objectif, c'est vraiment satisfaire ce client. Donc réhumaniser, ça veut dire aussi être à même d'avoir des interlocuteurs qui peuvent répondre, être pas juste dans l'automatisation. Mais là où on va avoir un enjeu sur l'automatisation, ça va être justement dans le fait d'automatiser tous les process, tous les états de l'art en termes de connaissances, faire en sorte que quand un client appelle, il tombe peut-être son dernier interlocuteur, ou quand il appelle, on a accès à toutes les informations le concernant grâce à son CRM. Quand il appelle, on sait qu'il a déjà appelé plusieurs fois, ou on sait combien de NPS positifs ou négatifs il a pu nous donner. Donc c'est en ça que l'automatisation peut être intéressante, et on peut même avoir des signaux. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans nos métiers, où sur l'historique des conversations, on va pouvoir parfois identifier des signaux très forts de mécontentement ou de contentement du client, et il faut être à même, grâce à l'intelligence artificielle, de les identifier et ensuite de les traiter. Mais ça se traitera d'abord humainement. Merci Thomas, et je suis ravie de voir que Monsef a enfin pu nous rejoindre. Bienvenue Monsef, merci d'être avec nous. Merci Charlotte, bonjour.
Alors, je ne Désolé, vous j'ai eu un représente petit pas problème parce que nous technique avons et passé maintenant un c'est peu de temps résolu. au début de modération pour le faire. Monsef, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous. On est vraiment en train de discuter là des moyens de réhumaniser la relation client, hein, comment réconcilier réactivité et humain, et puis comment se rapprocher de son client tout en gardant bien sûr une part d'automatisation. Donc, je vous laisse réagir là-dessus. Merci Charlotte. Oui, alors comme je suis product manager enfin je m'occupe principalement du marketing automation et en effet souvent enfin on a tendance à dire que le mot automation en fait ça, déjà il n'y a pas d'humain dedans alors que pour le marketing automation ça me semble que c'est tout à fait l'inverse en fait parce que ça permet déjà de bien connaître ses contacts, bien connaître ses clients. On ne fait pas de l'automatisation du contenu sans connaître son audience. Et surtout que c'est fait avant tout par des humains et qui ont, pour mettre en place un système de marketing automation, il faut avoir un objectif. Donc, si mon objectif, par exemple, c'est de fidéliser mes clients, bah, évidemment, il va falloir les connaître quelle tranche d'âge, quelle zone géographique les concerne, connaître leurs besoins, parce que je suis en train de proposer un bien ou un service, donc en fait, j'apporte de la valeur. Donc, pour être sûr d'apporter de la valeur, bah, j'ai besoin de connaître mon audience. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve qu'au contraire, je pense qu'on trouvera peut-être un moyen de d'associer le mot humain et de l'automation quand on parle de marketing automation. Merci, Monsef. Alors, je reprends en fait ces statistiques que j'évoquais avec vous un petit peu pour présenter le contexte de notre discussion. C'est le fait que 69% des consommateurs assurent être plus fidèles aux enseignes qui leur donnent le sentiment d'être reconnus lorsqu'ils les contactent. Alors, comment personnaliser ces messages? Arnaud. Oui, voilà, je voulais faire le lien aussi avec la question précédente qui concerne l'automatisation et comment finalement résoudre ce paradoxe de l'automatisation et de la gestion de l'humain. Donc c'est vrai que face à un volume d'informations, les premières recommandations que nous on va effectuer, c'est de ne pas il est impossible de se concentrer sur un volume important de messages, mais ça va bien être l'idée de confier finalement des tâches basiques, voire répétitives, à de l'automatisation. Donc, dans l'univers du social media, on parle plutôt de bots ou de chatbots. Si la question, c'est à quelle heure votre magasin ouvre, je n'ai pas besoin de mettre un humain en face. Je peux le confier à un robot qui connaîtra parfaitement les horaires d'ouverture, de fermeture, les jours fériés. Si c'est juste pour savoir si tel produit est disponible en stock, pareil, ça peut être confié à un bot. De la même manière que est-ce que je vais bien recevoir mon colis demain, ça peut être confié complètement à de l'automatisation. Donc le premier intérêt, c'est cela, ça va être de distinguer finalement des tâches répétitives, basiques, qu'on peut entre guillemets externaliser la technologie, et puis laisser l'humain finalement sur des tâches à valeur ajoutée. Mais après se pose la question du rôle de l'humain et des compétences de l'humain, c'est-à-dire qu'on va envoyer le message à un humain, mais est-ce qu'on est dans les ouvertures du bureau, ou est-ce qu'il est 3 heures du matin, ou est-ce que c'est en je sais pas, néerlandais ou en allemand que la question va être posée, comment on va identifier la langue, et après est-ce que c'est une question plutôt commerciale sur une facture, voilà, j'ai reçu ma facture télécom, elle est 2 fois supérieure à ce qui d'habitude, donc qu'est-ce qui s'est passé après juste un week-end à l'étranger, ou est-ce que c'est un problème technique, j'ai du mal à brancher ma box ou autre. Donc l'intérêt, ça va être de programmer des réponses automatiques qui vont apporter un premier niveau de réponse à un client, voire ça permet des fois de clôturer le ticket, c'est-à-dire que le problème est résolu et finalement c'est un problème en moins à traiter. Et après où ça devient un petit peu plus fin, c'est quand les bots ont la capacité de poser des questions. C'est-à-dire si j'ai une question sur mon assurance, le bot va vous demander est-ce que c'est une assurance habitation ou une assurance véhicule. Donc ça va permettre finalement de trier l'information pour qu'au moment où ça arrive à un être humain,
il y ait suffisamment, enfin, que ce soit la bonne personne, la bonne interlocuteur, et réhumaniser, c'est ça, hein, c'est être certain d'être entendu, d'être compris par quelqu'un qui va nous apporter soit une réponse, soit résoudre un problème. Donc l'idée, c'est ça, c'est automatiser les tâches faciles, fluidifier les demandes entrantes pour les envoyer à la bonne personne, et puis finalement l'humain, le faire travailler sur effectivement des tâches à valeur ajoutée, voire des opportunités économiques qui permettent d'ajouter de la valeur à un produit, de revendre ou d'apporter toute autre forme de produit ou de service. Monsef, je vous laisse poursuivre peut-être sur ce point. Oui, juste une précision, si vous permettez, c'est que là, on voit très bien qu'il y a des besoins qui sont très différents si la cible est B2B ou B2C au final, quoi. Ouais. C'est assez clair, et du coup, les parcours, et ce qui revient à ce que Monsef disait tout à l'heure en disant, faut vraiment bien comprendre sa cible, ses clients, ses enjeux et ce qu'ils attendent, et du coup, adapter les stratégies de fidélisation client, ou qu'est-ce qu'on veut faire avec ces clients d'ailleurs, en particulier. Absolument, Thomas, vous avez vraiment besoin de le souligner, effectivement. Monsef. Merci, Charlotte. Oh, oui, je suis complètement d'accord. Et surtout, par rapport à ce que tu disais, Arnaud, c'est vraiment, donc, si on part du constat que la plupart des consommateurs assurent à être plus fidèles aux enseignes qui leur donnent ce sentiment d'être reconnus, et c'est-à-dire il y a une approche personnalisée. En fait, l'automatisation, quand elle est bien faite et quand elle est bien réfléchie et qu'elle se base sur un objectif clair, elle peut déjà atteindre ce sentiment-là. Parce qu'en vrai, le consommateur ou l'audience, peu importe quel type de... en fait, pourquoi cherche à avoir cette personnalisation-là? Parce que parfois, l'automatisation ne permet pas à remplacer correctement l'humain. Mais quand elle y arrive à merveille. Et donc, en fait, il y a dans des scénarios précis où il y a des communications qui doivent se faire justement tard la nuit, ou dans des horaires où c'est impossible de joindre justement un humain, là, en tant que consommateur, je vais être content que j'ai réussi en fait à atteindre mon objectif moi-même, c'est-à-dire on a répondu à ma demande, à ma sollicitation, d'une manière humaine, parce qu'on a compris mon besoin. Et c'est là, je pense, l'enjeu majeur de l'automatisation, et elle ne peut pas passer par... et donc, elle passe en effet par la question du tracking aussi, avec évidemment tous les enjeux qui sont liés au tracking, c'est-à-dire le consentement, la participation de l'audience, etc. Donc vraiment, il y a un juste équilibre à trouver. Donc le marketing automation, enfin l'automatisation des process en général, c'est indispensable. Ça, on ne peut pas tout faire manuellement. C'est ni bon ni pour le business ni pour l'audience. Et en même temps, il faut toujours que ce soit bien réfléchi et que ça part d'un objectif clair. Merci Monsef. Alors, avant de reprendre le fil de notre conversation, je voulais rappeler aux participants qu'ils peuvent bien entendu nous envoyer leurs questions sur l'onglet questions. N'hésitez surtout pas, nos experts sont avec nous justement pour tenter d'y répondre et d'apporter des solutions, au moins en tout cas des axes de réflexion. Alors on poursuit cette discussion avec un autre chiffre, une autre statistique, selon laquelle 77% des millennials pensent que le service client doit être disponible dans une grande variété de modes de communication, donc email, appel téléphonique, messagerie instantanée. Alors, comment répondre à cette attente? Comment être présent partout, à tout moment, et pour capter un maximum d'opportunités? Et comment garder une certaine cohérence de marque dans le multicanal, en fait, de fait? Très bien, très rapidement, je parle plus pour la partie B2B. Effectivement, ce qu'on voit qui est constant depuis quelques années, c'est que c'est le sentiment
voir l'exigence des clients d'avoir une réponse la plus immédiate possible. Donc ça peut varier en fonction du besoin précis, on l'évoquait tout à l'heure, si c'est un besoin commercial, si c'est un besoin, comme le disait Arnaud, juste de recevoir une information sur une facture, si c'est juste pour avoir des horaires et ainsi de suite. Mais il est certain que quand on estime que la réponse doit être rapide, le client va exiger des moyens de réponse très rapides. Si c'est un peu plus complexe, il va pouvoir accepter de passer par des canaux où on va ouvrir des tickets sur des plateformes pour ensuite prendre le temps de répondre. Mais une chose est sûre, c'est que plus c'est complexe ou plus il y a un niveau de criticité par rapport à la personne, plus il y aura besoin d'avoir quelqu'un, on va dire, d'humain, ou en tout cas qui donnera le sentiment d'une parfaite prise en compte de la question et du besoin. Je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un client dans sa relation client, d'avoir l'impression de devoir répéter des choses qu'il a déjà pu exprimer, notamment lorsqu'il a fait sa première demande sur un canal, par exemple sur un média du type chat, SMS, extranet client et autres, et de devoir le répéter à un interlocuteur, voire un deuxième interlocuteur plus tard. C'est très néfaste sur l'expérience client en tant que telle, voire sur la relation à long terme contractuelle qu'il peut avoir. D'où l'importance, je le redis, de s'assurer que les interlocuteurs dans les services clients, dans les services support, dans les services commerciaux, auront automatiquement tous les historiques. Donc ça peut se faire via des CRM, via des outils comme Remover, où la plateforme va s'intégrer avec les outils métiers pour s'assurer qu'on a l'historique, qu'on connaît la personne, qu'on s'assure que la personne en face de nous est à même déjà de poser ses questions, qu'on peut lui apporter toutes les réponses. Et ça renforce ce sentiment d'appartenance. Donc, vous parliez tout à l'heure de comment on s'identifie à la marque. On s'identifie à la marque quand on est content. Et le meilleur moyen d'avoir un client content, c'est qu'au final, on va le satisfaire de bout en bout, on va presque précéder ses besoins, on va le récompenser ses besoins. Et au final, il va devenir un ambassadeur de notre marque, de notre entreprise, pour de lui-même peut-être aller convaincre ou en tout cas inciter des clients à nous rejoindre. C'est vrai qu'on a cet enjeu également sur les réseaux sociaux, puisqu'un client en fait peut interpeller la marque sur différents canaux et à différents moments bien sûr du jour et de la nuit et avec des sujets différents. Donc pour les enjeux côté réseaux sociaux, l'idée c'est bien de réconcilier un individu avec, bien sûr, peut-être une adresse mail, un numéro de téléphone, mais aussi son compte Twitter, son compte Facebook, rattacher son compte WhatsApp également au numéro de téléphone, pour qu'au moment où il interagit avec la marque, qu'il y ait un historique et pour le coup multicanal. C'est-à-dire qu'on peut très bien être contacté via Facebook et se dire, tiens, en fait, il y a eu déjà un échange sur WhatsApp semaine précédente. Bon, je dis Facebook par habitude, mais vous avez traduit Meta de votre côté. Mais effectivement, je rejoins Thomas dans le sens où le support, ça va être bien sûr l'historique. Donc ça, c'est déjà un premier pas vers l'interopérabilité des différents systèmes, puisqu'il faut être capable d'aller chercher dans du CRM un identifiant, un historique. Et puis après, on se pose aussi la question des usages. Il est clair que le millennial, puisque c'était le sujet de la question, l'usage est, j'ai envie de dire, à 99,9% mobile. Donc la personne va vouloir interagir avec la marque avec des points de contact multiples et à travers un mobile. Donc qui va bien sûr permettre la voix, le mail, mais aussi les réseaux sociaux. Donc pour le dernier point, quant à l'identification et la reconnaissance par la marque, ce qu'on a aussi la possibilité de faire, au-delà de l'historique et l'expérience que le client a eu avec la marque, c'est de donner aussi des points VIP ou d'accorder en fait un score premium à un individu. Si la personne interagit par exemple avec une compagnie aérienne, on peut identifier que cet individu dispose de telle ou telle carte business ou autre. Et ça permet aussi de gérer, d'accélérer un délai de prise en compte, puisque comme on est sur du mobile, de l'instantané, l'individu attend de l'instantanéité. Et c'est vrai qu'en privilégiant avec un système soit de filtre de mots-clés, soit de scoring d'urgence du message, on peut aussi accélérer le délai de prise en compte d'un message par une équipe de type service client. Et je voudrais ajouter par rapport à ça, Arnaud, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi que cette demande, ou cette appétence pour le multicanal, on va dire, ou l'omnicanal,
ça dépend de quel angle on veut le prendre. Ça concerne autant le B2C que le B2B. C'est-à-dire qu'on est, je pense, un peu tous à peu près aussi, on reçoit, c'est-à-dire des communications via LinkedIn, que ce soit pour chercher des nouveaux clients, trouver des nouveaux partenaires, parfois même en tant que client pour demander du support en contactant le service directement via LinkedIn. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ces canaux ne se mettent pas vraiment en concurrence, mais plus en complémentarité. Parce que chaque canal a ses points forts et ses points faibles. Et du moment où on a identifié les points forts de chaque canal, on va pouvoir l'exploiter au mieux. Par exemple, envoyer une communication marketing dans un SMS qui fait donc 170 caractères à peu près, où on ne peut pas… donc, il y a un usage vraiment bien précis. Donc, je sais que je vais avoir une communication claire, précise, concise, à des moments précis de la journée pour engager mon audience. C'est quelque chose en fait, que je ne pourrais pas imaginer en envoyant un mail. Un mail, ça va être plus pour une communication plus élaborée avec l'ajout de plusieurs liens, de plusieurs directions, des call to action, etc. Pareil, si mon audience allait sur WhatsApp, et c'est de plus en plus vrai, et aussi, comme on le sait. Et donc, pareil, là, c'est une sorte de SMS amélioré, avec presque pas de limite de nombre de caractères, avec la possibilité d'ajouter des médias. Cette présence, en fait, sur le mobile, déjà, elle est évidente. Donc, c'est au business de bien définir, en fait, voilà, à quel moment, à quel canal est vraiment le mieux adapté dans le parcours client global. Merci, Ouais, c'est vraiment pertinent, c'est exactement ça. Oui. Alors, une question que j'ai envie de découper. Une question sur, en fait, la personne, l'équipe, en fait, sur qui doit contribuer au maintien de la relation client et d'une relation client impeccable. Le CRM manager, le customer success, les sales, qui doit s'occuper de ça? Si je puis commencer par répondre, mais pour moi, toutes les strates de l'entreprise doivent s'occuper de la fidélisation client. Je pense que c'est un enjeu colossal. C'est-à-dire qu'on sait tous que conquérir un client, c'est extrêmement difficile, c'est coûteux, il y a beaucoup de concurrence partout. Je ne connais pas de métier où il n'y a pas de concurrence. Donc, évidemment, c'est important de fidéliser tous nos clients et faire en sorte de les valoriser le mieux possible. Donc, ça va être une stratégie globale d'entreprise. Et je pense que de plus en plus d'entreprises sont focalisées sur tout le parcours client pour s'assurer qu'on va garder nos clients le plus longtemps possible. Et donc, ça commence évidemment par les équipes commerciales, avec le marketing, et s'ajoutent les équipes support, et s'ajoutent évidemment les équipes au service client ou Customer Success Management, comme on les appelle maintenant. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Chacun peut intervenir à un moment bien précis en fonction des demandes. Et là aussi, l'automatisation va permettre de déterminer ces moments clés où chacun doit intervenir. En fonction de son métier, on peut prévoir des algorithmes qui vont déterminer qui doit faire quoi à quel moment, comment on anticipe les événements, c'est très important, et faire en sorte justement que le client se sente accompagné, se sente reconnu, se sente soutenu et sente que le choix qu'il a fait de son prestataire, son fournisseur, soit le bon, qu'il ne se soit pas trompé. C'est-à-dire que chaque élément, on va lui permettre d'avoir un processus, on va dire, de revalorisation, de revalidation de son choix du fournisseur. Thomas, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut vraiment une approche holistique, mais c'est aussi une question de culture, finalement, de culture entreprise, culture axée vraiment sur le client. Les entreprises qui réussissent le mieux sont généralement les entreprises qui ont les plus hauts taux de satisfaction client et qui se sont donné les moyens d'avoir ce haut taux de satisfaction et donc de fidélité, bien sûr. Alors, Arnaud et Moncef, qui doit s'occuper en fait de cette fameuse relation client?
Peut-être quelques éléments oui, à partager. Nous-mêmes, la manière dont on gère nos clients, en fait, c'est énormément de collaborativité, en fait, plus que de la collaboration, dans le sens où il faut savoir. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont en charge de la qualité de la relation client, mais c'est vrai que le sujet d'interaction, il peut être complètement multiple. Et je pense qu'une bonne organisation, c'est une organisation qui sait orienter le client vers le bon département, la bonne personne qui va savoir résoudre soit le problème, soit répondre à la question. Mais donc c'est vrai que nous on travaille beaucoup avec des outils collaboratifs, alors que ce soit du chat, que ce soit des outils qui permettent d'assigner des tâches également. Je pense que tout le monde maintenant utilise des Google Docs. On a la possibilité de partager le travail, de faire un suivi. Donc, on a énormément d'outils très peu onéreux qui permettent de partager l'information. Et puis après, bien sûr, il y a des solutions beaucoup plus professionnelles pour faciliter la collaboration, le partage des documents, le versionning et autres. Mais ces solutions, en fait, elles existent. Merci Arnaud. Monsef. Je vais aller un peu aussi pareil dans la même direction, c'est-à-dire que c'est-à-dire par rapport, déjà évidemment, chaque équipe est bien organisée pour atteindre un objectif principal sur comment elle va accompagner le client. Donc évidemment, on n'a pas la même approche si on est par exemple dans l'équipe support où on va recevoir des demandes directes sur des demandes précises, ou si on est dans l'équipe Customer Success Manager où on va accompagner un nombre précis de clients grands comptes, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va toujours garder un esprit d'agilité et de bonne communication entre toutes les équipes. C'est-à-dire qu'on puisse suivre en fait l'historique, l'activité d'un client par rapport à une demande, que ça puisse, en fait, pour que toutes les équipes soient impliquées par rapport à ça. Exemple, moi je travaille dans l'équipe produit. Il y a des demandes qui sont faites directement qui ont été traitées par exemple par l'équipe Customer Success Manager. En fait, ça arrive quand même dans l'équipe produit et je vais pouvoir interagir directement avec le client en apportant des éléments que peut-être d'autres équipes n'auraient pas. Et ça, pour atteindre cet objectif, évidemment, on utilise aussi notre CRM. On a un CRM qui est déjà accessible aux clients et qu'on l'utilise nous-mêmes en interne pour permettre en fait ces échanges entre les équipes. Parce que dans le parcours client, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, le besoin évolue. C'est-à-dire aujourd'hui, un client va me contacter pour du support, mais demain, il va interagir avec une communication marketing où je lui fais une offre de fidélisation. Et donc, selon en fait l'étape dans laquelle il se trouve, évidemment, il ne va pas avoir les mêmes besoins et donc pas les mêmes équipes qui vont interagir avec lui. Merci Monsef. Je rappelle à nos participants de ne pas hésiter à nous envoyer leurs questions éventuelles ou même partager leurs observations si besoin. Mais j'aimerais un petit peu rebondir par rapport à ce que vous venez tous de nous expliquer sur les outils CRM, etc. Mais j'aimerais peut-être revenir sur l'importance de l'interopérabilité des outils quand on parle de marketing conversationnel. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? Qu'est-ce qui importe vraiment sur ce front-là? Et dans quoi faudrait-il même penser à investir peut-être si on ne l'a pas fait déjà? C'est vrai que pour les entreprises qui n'ont pas encore ouvert de canal de chat, alors effectivement, ça c'est pour des problématiques vraiment B2C, mais quand on souhaite discuter avec une enseigne, être mis en relation avec un vendeur, pour le coup, plus que pour solliciter finalement une réponse à un problème, mais envisager une démarche d'achat. J'ai envie d'acquérir tel produit, mais je souhaite être conseillé sur les tailles, les fonctionnalités. À ce moment-là, on débute en fait une démarche dite social selling ou chat selling, où finalement, par l'intermédiaire d'une interface, on va pouvoir accéder à une information de qualité qui va m'aider dans mon choix. Donc, je pense que c'est
aussi le rôle aussi que l'IA peut avoir dans de l'orientation et du tri de messages pour permettre finalement à un individu qui souhaite acheter, qu'il soit en relation avec un vendeur spécialisé sur le type ou la gamme de produits qu'il souhaite acquérir. Merci Thomas, je suis sûre que vous avez quelque chose à ajouter à cela. Oui, en même temps, j'avoue que je regardais la question de Margot sur le chat. J'étais assez interpellé par cette question, donc j'étais un peu perturbé. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment par Arnaud. Aujourd'hui, il faut multiplier les canaux de communication. Les clients sont différents, ils ont des attentes différentes. Ce que Moncef disait aussi tout à l'heure, quand tout d'un coup on est client et qu'on a quelqu'un du produit qui arrive, qui interagit avec nous, on se sent valorisé, on se sent soutenu. Je ne sais pas si Moncef envisageait par exemple de partager des roadmaps, ce genre de choses. Ouais. Le client a le sentiment d'être... Comment ? Exactement, oui. Voilà. Donc, et ça, je trouve que ce sont des éléments où le client se sent valorisé et du coup, il se projette. Et cette capacité qu'on a au niveau du service client à projeter le client dans l'avenir, dans une relation commune future, est extrêmement positif. Et ça, il y a énormément de moyens de le faire. Mais il y aura toujours une part d'humain importante. Donc, c'est des outils, mais qui sont au service de l'humain, au service d'une relation entre un client et la société et la marque qui va utiliser. Et en effet, et donc par rapport au marketing conversationnel, en effet, il y a un engouement en fait qui est palpable, on le voit vraiment autour de il y a un besoin en fait de communiquer entre un client et sa base de contact, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça passe par un chat, que ça passe par les réseaux sociaux, c'est-à-dire un chat dans une plateforme, je veux dire, dans la plateforme principale ou dans des réseaux sociaux externes, ou la centralisation en fait de toutes ces communications écrites, parce que maintenant il y a même des clients qui vont vous laisser un message audio pour aller plus vite sur WhatsApp ou sur d'autres. Donc ça se fait vraiment de plus en plus, et ça ne concerne pas que les petites et moyennes entreprises, mais c'est en train de s'élargir. Donc pour le marketing conversationnel, évidemment, ça se présente sous plusieurs formes. Déjà, on parle de conversation. La conversation, elle peut être initiée par une partie ou par une autre. Souvent, elle est initiée par le contact final, donc par le consommateur, par exemple, dans un cas de B2C. Mais ça peut aussi être initié par l'entreprise ça dépend de son secteur d'activité, mais ça peut être initié par une entreprise pour demander des documents, si on travaille dans la fintech, par exemple, ou si... et donc oui, c'est vraiment, moi je suis assez enthousiaste par rapport à ça. Je trouve que ça facilite pas mal les communications et on devient plus efficace. Voilà. Et puis au-delà de ça, je dirais que toutes les marques, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient aujourd'hui, font tout pour avoir des avis positifs parce que ce sont des recommandations d'achat extrêmement fortes. Aujourd'hui, ça vient de plus en plus le cas en Europe, mais ça vient plus d'Amérique du Nord, où on regarde d'abord sur les réseaux sociaux, qu'ils soient professionnels ou pas, quelle est la valeur de la marque, quelle est la valeur de l'expérience client. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui s'assurent d'avoir beaucoup d'avis positifs et de traquer les avis négatifs, les éliminer si possible, pour faire en sorte que justement, on ait des clients qui sont en confiance, et c'est le meilleur moyen de les attirer à nous. C'est vrai. C'est un point qui est intéressant, en fait. C'est bien sûr, on a tendance à
à associer, bien sûr, marketing conversationnel par la valorisation d'une expérience positive ou d'un avis négatif, plus exactement. Mais c'est vrai que transformer un incident ou transformer C'est une ça. angoisse en expérience positive, c'est également valorisant. Alors, ça demande de l'humain, pour le coup, il y a aucun doute, mais ça va bien être ça. C'est comment on valorise une conversation, qu'elle soit finalement positive ou négative, mais voilà, bien gérer une problématique, en fait, ça fait partie de l'expérience client et de ce que la marque peut apporter comme valeur. D'une manière générale, les clients peuvent souvent accepter qu'ils puissent avoir un problème à partir du moment où il a été extrêmement bien géré. Et au contraire, ça peut être quelque chose d'encore plus positif, de se dire, bah oui, j'ai eu une difficulté, mais ils ont su répondre. Ils ont été pros, ils m'ont accompagné, ils m'ont soutenu. Et je leur remercie. Donc on part d'une difficulté, comme le disait très justement Arnaud, on le transforme en quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est la force des entreprises qui justement ont une capacité à créer une organisation qui soit suffisamment souple, réactive et impliquée pour générer du positif à partir d'éléments difficiles. Voilà, le pire des messages qu'on peut voir, c'est j'essaie de vous joindre par téléphone, ça marche C'est pas, ça. je vous laisse un message sur Twitter, ça marche pas, par mail, ça fait une semaine, qu'est-ce que vous faites? On peut voir passer ce type de message. Donc, je pense qu'une marque qui veut gagner des points par une bonne qualité d'expérience, bon, ça, c'est typiquement le genre de choses à traquer, y compris les messages qui vont rester sur les réseaux sociaux, puisque du coup, ça ne s'effacera pas forcément. Et c'est encore plus vrai, je pense, et je trouve, et plus puissant quand on voit que les entreprises encouragent à ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est l'entreprise qui va demander, soit au début d'une conversation téléphonique, par exemple, parfois on le précise, soit quand on va proposer un service, l'entreprise a tendance à proposer, à dire, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis c'est-à-dire, l'entreprise devient de plus en plus demandeuse de feedback, des avis, d'avoir des retours, voilà, pour améliorer. C'est plus, c'est-à-dire les retours entre guillemets négatifs des contextes sont plus perçus un peu comme quelque chose de vraiment très négatif, mais plus comme un axe d'amélioration. Donc c'est du gagnant-gagnant. Et donc, c'est-à-dire que d'un point de vue mentalité, donc ça veut dire que c'est en train de changer et ça a un impact évidemment sur le chiffre d'affaires des entreprises. On a aussi des cas un petit peu particuliers, ça va être les employés ambassadeurs, c'est-à-dire des salariés de l'entreprise, mais qui vont monter au créneau pour soit apporter une réponse, soit défendre la marque. Donc, nous, on parle beaucoup d'employee advocacy sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a quelques typologies d'entreprises où les individus vont être beaucoup plus engagés. Je pense notamment à des mutuelles, par exemple, des groupements mutualistes, je sais pas, de fonctionnaires, instituteurs ou autres, où ça va être naturel, finalement, pour ces membres de la mutuelle, puisqu'ils sont pas actionnaires, si je comprends bien le mode de fonctionnement. Ils sont participants également aux décisions. Donc, ils vont eux-mêmes monter au créneau pour défendre une marque. Ça existe aussi pour des problématiques B2C. Ça peut être des ambassadeurs externes également, des gens qui sont fans d'un univers, d'une marque, qui vont la défendre. Et ça a énormément de valeur, puisque c'est le résultat d'un travail de recrutement, d'identification, de support de ces ambassadeurs pour qu'ils amènent des éléments positifs sur des produits ou des services. D'une manière générale, quand on voit que les collaborateurs de l'entreprise se sentent bien dans l'entreprise, ils la défendent spontanément et ça donne confiance aussi. C'est sûr qu'on voit un employé satisfait, on a envie de travailler avec lui ou de lui faire confiance. D'où l'importance de la bonne culture d'entreprise. Alors, avant de nous quitter, un peu de temps quand même pour répondre aux questions de nos participants, parce qu'on en a plusieurs dans notre fameuse boîte à questions. Alors, je vais commencer par la première qu'on nous a envoyée, une question de Jarod. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Jarod. Alors, lorsqu'on n'a pas de grosses équipes service après-vente, selon vous, vaut-il mieux externaliser ce service ou le garder en interne et automatiser avec un chatbot, par exemple, mais peut-être du coup de façon un peu moins personnalisée?
Je vous en prie, Thomas. Nous, on a coutume de répondre en fait de la manière suivante, c'est que tout dépend du niveau de maturité, effectivement, comme c'est présent dans la question. Mais il y a différentes C'est ça. étapes en fait. C'est-à-dire que tant que le volume permet une utilisation soit humaine, soit avec bot assez basique, pourquoi pas. Mais dès lors qu'on est confronté à un volume plus important, à ce moment-là, il faut trouver d'autres solutions, des prestataires ou de la technologie. C'est-à-dire, ça dépend Exactement. du flux, en fait. C'est-à-dire, on va, évidemment, comme c'est une entreprise, là, vous le dites que c'est une petite entreprise en termes de taille et de nombre des employés, etc. Donc, en fait, on va voir si faire un peu de l'exploration au début, on voit si on est capable de vraiment absolument tout prendre toute cette charge. Et si ce n'est pas le cas, l'externalisation, c'est pas quelque chose de négatif quand c'est bien géré. C'est-à-dire il faut peut-être penser à avoir quelqu'un, un honneur, quelqu'un qui prend, qui va gérer cette externalisation. Quelqu'un de l'intérieur, mais qui travaille d'une manière vraiment proche avec un partenaire, par exemple. Alors, il nous reste quelques minutes seulement avec plusieurs questions à aborder. Mais ce que j'aimerais inviter nos participants à faire, c'est d'aller contacter directement nos experts avec les questions que vous avez pour eux ou les observations que vous souhaiteriez partager. N'hésitez surtout pas. On est là pour ça, créer des contacts, nouer du lien. Et avant que vous ne partiez, Thomas, j'ai envie de vous faire réagir sur cette question de Margot, question polémique quand même. Est-ce que le téléphone ne serait pas un canal de communication dépassé, puisque c'est assez chronophage? Ne voudrait-il pas mieux passer plus de temps à soigner ses messageries réseaux sociaux comme WhatsApp ou encore Messenger? Je serais forcément un peu partisan, mais je dirais qu'en fait, tout dépend de la complexité. Je veux juste rappeler que le téléphone, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé jusqu'à présent pour mieux exprimer une émotion via la voix. C'est-à-dire que le fait d'avoir un contact en face à face, et aujourd'hui on peut même faire des visios comme nous sommes en train de le faire, on renforce, on va dire, la qualité de la communication, une meilleure compréhension des choses, et ça facilite beaucoup de choses. Donc tout dépend des interactions que vous souhaitez avoir avec vos clients, tout dépend du but. C'est ce que Monsef et Arnaud disaient tout à l'heure, quelle est la stratégie qu'on veut mettre en place en termes de communication in fine. Mais j'aurais plutôt tendance à considérer que pour des choses très basiques, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est chat, tout ce qui est web et autres, insouciant. Mais dès qu'on rentre dans des notions un petit peu complexes, un peu critiques, le téléphone a quand même des atouts assez extraordinaires. À partir du moment, ce qu'on a évoqué depuis une heure, où c'est bien géré, où il y a un sentiment d'accueil parfait, où on n'attend pas au téléphone. Donc, d'où l'importance d'avoir des SVI parfaitement adaptés, où on n'attend pas trop longtemps, on a rapidement un interlocuteur, où cet interlocuteur se présente de bonne façon, il soit bien formé, il faut que les collaborateurs soient bien formés. Mais le téléphone est quand même extrêmement efficace. Et aujourd'hui, les services clients ne font pas moins de téléphone dans beaucoup de métiers, bien au contraire, quoi. Merci Thomas. Alors une dernière question peut-être avant de se quitter, une question pour conclure finalement, une question de Denis. Si on propose les meilleurs produits de sa catégorie, faut-il absolument avoir de bonnes expériences clients, notamment quand on démarre et qu'on n'a pas encore toutes ces réponses? Ah bah ouais, bon, classique, c'est le produit qui est tellement bon qu'il se vend tout seul et ça arrive, il y a plein de produits nord-américains bien brandés avec une belle campagne de publicité. Il y a même des exemples de produits semi-finis qui sont mis sur le marché. Donc, il y a une campagne. Bon, il y a beaucoup de retours après. Voilà, après, il faut voir le niveau d'innovation du produit, en quoi il est unique. Mais effectivement, c'est la balance en fait entre les différents services offerts. Elle est intrinsèque, bien sûr, à la qualité du produit et au service qu'il apporte au moment où il est lancé. Puis j'ajouterais que le meilleur produit du monde, s'il n'a pas des clients qui en parlent ou s'il n'est pas marketé, si on ne communique pas dessus, il restera tout seul dans son coin, entre guillemets. Donc, c'est bien d'avoir de bonnes expériences clients aussi pour qu'ils en parlent. On parlait d'ambassadeurs tout à l'heure, je suis
Arnaud tout à fait, Monsef les qui l'a ambassadeurs de la évoqué. marque. Exactement, ça c'est quelque chose d'hyper important, surtout quand vous avez un super produit, donc profitez-en, faites en sorte que l'expérience client soit incroyable, elle sera avantagée par la qualité de votre produit et vous verrez les chiffres décoller de façon très forte. Et même, Monsef, quelques pensées là-dessus pour se quitter? oui, non, je pense déjà, en fait, j'ai trouvé ça assez drôle comme approche, c'est-à-dire parce que j'essaie d'imaginer ce que c'est un bon produit, un meilleur produit encore. Et donc, c'est-à-dire, supposons que j'ai vraiment le meilleur produit de toute la planète, mais c'est-à-dire ça va être le meilleur pour une audience bien précise, on est d'accord. C'est-à-dire que pour d'autres, il y aura sûrement des axes d'amélioration, et c'est là qu'il y a un marché. Donc, pour agrandir son audience. Donc, évidemment, dans tous les cas, je pense, pour améliorer cette expérience, même si elle est bonne pour l'audience principale, elle serait peut-être encore à améliorer si on veut agrandir son audience. Parfait, merci Monsef et merci Thomas et Arnaud pour vos contributions aujourd'hui à cette riche discussion sur voilà, les façons de réenchanter l'expérience client, bien sûr, en essayant toujours de les fidéliser et d'avoir cette relation durable avec eux. Donc, merci infiniment. Je rappelle également à nos participants que cette table ronde sera toujours disponible en ligne. On vous enverra dans quelques jours un lien avec celle-ci, donc vous pourrez y avoir accès en replay. Merci à vous, merci de votre participation également. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière table ronde de notre sommet digital qui sera consacrée à la maîtrise de son image en ligne. Très important de nos jours, effectivement. Merci encore à nos experts et à très bientôt.